Bonjour à tous. Ça fait assez longtemps que je n'ai pas parlé de peinture et pour rattraper, aujourd'hui je vous propose ce commentaire de La Laitière, un des tableaux les plus célèbres de Vermeer. J'avais déjà commenté un autre tableau de Vermeer qui est La Dentelière. Vous pouvez retrouver cette vidéo sur ma chaîne dans lequel j'expliquais un peu la biographie et quelques éléments de la technique de Vermeer, donc je ne vais pas répéter, et plutôt aujourd'hui m'intéresser à comment on peut expliquer que cette image soit si plaisante pour beaucoup d'entre nous, si harmonieuse et en même temps savoureuse. Il y a une forme d'intensité, de plaisir à voir les couleurs, la lumière, le jeu de la lumière avec tous ces détails, et au-delà donc de la simplicité de cette scène, tenter de comprendre pourquoi ce tableau est considéré comme un des chefs-d'œuvre de Vermeer et même de la peinture. Dans le commentaire sur La Dentelière, j'essayais d'expliquer comment Vermeer arrive à créer des images qui sont en apparence, au premier coup d'œil, extrêmement réalistes, mais qui en fait ne pourraient pas exister, et créent une sorte de réalité parallèle, de réalité améliorée par rapport au monde qui nous est perceptible. Et c'est tout à fait ce qu'on retrouve également dans ce tableau. Et déjà, si on s'intéresse à la façon dont la perspective est construite, en apparence, c'est une scène extrêmement simple avec un personnage au milieu et un mur qui vient fermer la perspective derrière. Mais si on analyse où partent les lignes qui forment cette perspective, en particulier avec le principal repère qui nous est donné, qui sont les lignes de la fenêtre, on voit que la perspective converge vers un point qu'on peut considérer comme le point de fuite du tableau, qui inconsciemment constitue pour nous le fond du tableau, qui se situe près de l'épaule de cette femme, plutôt dans la partie supérieure du tableau, et qui inconsciemment nous donne le sentiment de nous trouver en contre-plongée par rapport à elle. On la regarde légèrement vue du dessous, et même si on ne s'en rend pas forcément compte, ça donne à ce personnage une dimension, un peu de grande statue, comme un monument qu'on regarderait placé légèrement en contrebas. Mais il y a également un deuxième effet sur la perspective, qui est que si on s'intéresse à la table ou à la séparation entre le sol et le mur, en bas à droite, on a au contraire un effet de perspective contradictoire. Si on se trouvait en contrebas, un peu plus bas que cette femme, on devrait plutôt avoir un regard qui monte vers le haut du mur, le plafond, et au lieu de ça, on
on a cette impression, avec les lignes de perspective dans la partie inférieure du tableau, de se trouver beaucoup plus proche d'elle. Et donc, on a deux effets de perspective qui s'opposent ou qui se complètent dans cette image. Aucun ne l'emporte sur l'autre, mais il arrive à la fois à créer une distance avec cette femme et en même temps à nous en rapprocher énormément. Et ce qui est intéressant, c'est que cette distance physique qui est créée par l'image se retrouve bien également dans l'intention du tableau. On nous fait rentrer dans une scène dont le personnage est absorbé dans un travail, dans une tâche, et n'est pas conscient de notre présence, et on ne sait pas exactement à quelle distance se mettre. On est à la fois éloigné du personnage, on le regarde par en bas, puisqu'on cherche à le décrypter, et en même temps, dans cette tâche quotidienne, dans cette façon d'être absorbé dans ses pensées, il y a une forme de connexion qui peut se faire avec nous, qui nous rapproche du personnage. Et en fait, quand on voit ce tableau pour la première fois, ou quand on le regarde rapidement, c'est cette impression, consciemment ou non, qui domine, celle d'entrer par effraction, mais une effraction très douce, très respectueuse, dans l'intimité d'un personnage, tout en gardant une certaine distance. Et c'est ensuite seulement qu'on commence à percevoir ou analyser différents détails. En regardant l'image attentivement, on voit qu'on est dans un lieu qui est très modeste. Il y a un carreau de la fenêtre qui est cassé. Le sol est probablement en terre battue et il est jonché de quelques déchets de plâtre. On ne sait pas exactement ce que sont ces taches. On voit aussi des taches plus sombres près de la fenêtre qu'on peut analyser ou dont on peut supposer que ce sont des moisissures. Les murs sont abîmés. Donc on sait qu'on se situe dans une pièce plutôt basse d'une maison, plutôt humide, et que la scène à laquelle on assiste est une scène populaire ou en tout cas modeste. On voit également que la table a une forme assez étrange. On a l'impression au premier coup d'œil qu'elle est rectangulaire, mais si on regarde à gauche, on voit qu'elle part dans une ligne assez bizarre. En fait, il pourrait probablement s'agir d'une table octogonale avec des pans qui peuvent se rabattre, et la représentation de cette table est probablement assez réaliste. Ça n'est pas une volonté un peu d'abstraction quand on considère le réalisme du reste du tableau. Tous ces petits détails, les moisissures ou les trous sur les murs, les déchets sur le sol,
tous ces objets posés sur la table ou accrochés au mur ajoutent une sorte de réalisme à cette scène, mais un réalisme qui, par le jeu de la lumière, est en même temps magnifié. Le jeu de la lumière, c'est vraiment ce qui anime ce tableau. Ça a toujours été un des points forts de Vermeer, de sa virtuosité. Et là, on voit qu'il joue avec différents objets, différentes textures, pour en faire une démonstration. On voit les reflets sur le pain, sur le liquide qui sort de la cruche, sur les différents récipients en céramique ou en métal, comme ce récipient accroché au mur derrière, avec un mélange de réalisme mais aussi de beauté très intense. On a également beaucoup d'intensité dans les couleurs. Les couleurs sont extrêmement simples. On retrouve à peu près toutes les couleurs dans le costume de la laitière, le rouge de la robe, le bleu du tablier et le jaune de son corsage. Et en fait, toutes les couleurs qui composent l'environnement, le tableau, sont présentées ou réunies dans le personnage, ce qui donne un effet d'harmonie très particulier. Elle est une émanation où elle se fond dans le décor. Et dans la vidéo sur Vermeer, je parlais un peu des pigments qui servaient à faire ces peintures, qui étaient à l'époque beaucoup plus rares et chères qu'aujourd'hui. Et en particulier, Vermeer est connu pour une utilisation assez importante du bleu qu'on appelle outremer, qui est le bleu du tablier ou également celui du tissu qui tombe de la table, qui est un bleu qu'on obtenait avec du lapis lazuli réduit en poudre et mélangé avec de l'huile pour fabriquer cette couleur. On a des couleurs qui sont très généreuses, très intenses, traitées avec beaucoup de détails, mais il y a aussi un plaisir de la couleur dans ce tableau qui est extrêmement satisfaisant, aussi bien le jaune que le bleu, qui donne une intensité, une réalité très particulière à la scène. Alors on s'est longtemps interrogé sur les interprétations qu'on pouvait faire de cette scène, et de toute façon il restera toujours une part de mystère dans ce tableau. C'est probablement même volontaire de la part de Vermeer, mais il y a deux interprétations possibles ou défendables en tout cas. Une première serait presque de type religieuse ou mystique, déjà par la symbolique de ce qui est représenté. Le pain qui reçoit une lumière assez intense, apparemment assez peu réaliste d'ailleurs, quand on voit la position de la fenêtre, quand on voit l'intensité
de la lumière sur les morceaux de pain à droite de la table, on peut avoir l'impression d'une volonté de faire briller ce pain comme un symbole chrétien. Et cette interprétation spirituelle peut également être défendue si on regarde la ligne de démarcation entre le personnage à droite et le mur. Il y a de façon très subtile une ligne blanche un peu plus intense qui sépare très nettement l'épaule et le bord de son corps du mur qui lui est à cet endroit d'une intensité dans le blanc plus forte. Ça donne l'impression qu'il y a comme une aura très subtile qui émane du personnage, qui le met en valeur comme une sorte d'icône sainte. Il est difficile de dire si cet effet est intentionnel, mais en tout cas il est consciemment ou pas perçu par le spectateur. Il peut aussi y avoir une interprétation plus sensuelle, érotique serait exagéré. Le commanditaire du tableau était un des principaux clients de Vermeer. Cette œuvre avait donc une vocation privée. C'était un tableau réalisé pour ce client. Et on voit dans cette représentation de servante des éléments qui peuvent faire penser à une interprétation sensuelle, la peau des bras, les formes assez généreuses de cette femme, et peut-être quelques symboles, par exemple ce tissu rouge ou le sol avec des couleurs chaudes qui est dissimulé sous ce tablier bleu qui a une couleur plus froide, ou également cet objet qu'on appelle une chaufferette qui est en bas à droite, qui est une sorte de petite caisse en bois dans laquelle on mettait un pot en terre rempli de braise et la chaleur sortait par des trous au-dessus du pot de braise, une sorte d'ancêtre du radiateur. Et là aussi, la présence de cet objet peut être considérée comme un élément de réalisme dans la scène, mais aussi comme une sorte de sous-entendu à destination du commanditaire du tableau. Mais ce qui est assez fascinant avec cette œuvre, de toute façon, c'est qu'elle arrive toujours à échapper à une analyse ou à une interprétation qui serait fermée. Il y a quelque chose dans la laitière qui rappelle un peu la Joconde, Mona Lisa, c'est-à-dire une incapacité à véritablement déchiffrer ce qui se joue dans cette toile, une sorte de question qui restera toujours en suspens à propos de cette femme. On ne sait pas à quoi elle peut penser, mais on rentre simplement pour un court moment dans son intimité, dans une scène à laquelle on ne devrait pas assister, mais un peu comme par effraction, Vermeer nous montre un fragment de réalité qui est magnifié par des couleurs et une lumière
presque surnaturel par cette construction de la toile. Il nous fait rentrer subtilement dans une réalité parallèle qui a toutes les apparences de notre monde connu, mais qui en fait obéit à d'autres lois esthétiques et une réalité comme la Dentelière et comme la plupart des œuvres de Vermeer, qui est plus belle, plus attirante que la réalité elle-même. Voilà, j'espère que cet exposé vous aura plu et qu'on se retrouvera bientôt. Au revoir.